présenter, Pierre et moi, comme l'a dit très justement Maître Debré. Nous sommes tous deux experts comptables, conseillers fiscaux certifiés et contrôleurs chambre nationale. J'ai une petite particularité au niveau du contrôle chambre nationale, j'ai un rôle un petit peu différent, mais on va pas s'attarder dessus aussi. Et alors, on va démarrer alors la présentation. Donc, dans le cadre de ce congrès, qui concerne la réforme du tarif de justice, l'Union francophone nous a demandé, en juin 2021, nous a demandé une analyse des comptes annuels des études de justice de Belgique pour les années de revenus 2018, 2019 et 2020, année du Covid. Cette mission consistait à une analyse de la santé financière des études, une analyse des ratios de liquidité. Le rapport a été remis, Pierre, c'était il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a une semaine. Alors, avant de démarrer ou de commencer à vous expliquer le contenu du rapport, il nous a semblé important, Pierre et moi, de préciser certaines choses au niveau de la profession de justice. Donc, votre métier comporte certaines spécificités dont il est important de rappeler. Contrairement à toutes les autres professions libérales, vous agissez le plus souvent pour le compte d'un créancier, mais à charge d'un débiteur. Ça veut dire que c'est une tierce personne que votre mandant qui est censé payer vos honoraires, et celui-ci fait des paiements dans la plupart du temps sur base d'un plan d'apurement. Alors, dans le rapport, on a constaté qu'effectivement, les accords de paiement peuvent varier d'un arrondissement à l'autre. Pourquoi on parle d'accords de paiement qui peuvent varier? À cause de la couverture de trésorerie qui peut être plus mise en difficulté sur un arrondissement par rapport à l'autre. Il y a un élément qu'il faut vraiment comprendre. C'est qu'aujourd'hui, votre chiffre d'affaires, comme vous le savez, est un chiffre d'affaires créé lorsque vous agissez en personne physique. Et c'est un chiffre d'affaires payé lorsque vous agissez en personne, créé en société et payé lorsque vous agissez en personne physique. Ça signifie en réalité que vous avez un chiffre d'affaires qu'on peut qualifier de théorique. Pourquoi il est théorique? Comme je vous l'ai expliqué, à partir du moment où vous créez un acte, que cet acte coûte 100 ou 200 euros, ou que vous avez un impayé de, on va dire, 300, 400 euros dans un dossier, si le débiteur, dans des arrondissements un peu plus faibles, paye ou prend un accord de paiement, en l'occurrence de 10, 15, 20 euros, eh bien, sur l'année, le paiement n'a pas couvert votre chiffre d'affaires créé. Ça veut dire que vous allez devoir avancer les impôts sur des sommes que vous n'avez pas touchées. Ça, c'est quelque chose de crucial à comprendre. Ce décalage peut donc engendrer des difficultés en matière de trésorerie. Impôt des sociétés, TVA, et bien entendu, paiement de toutes vos charges liées au personnel, liées à la rémunération des dirigeants d'entreprise et liées à l'activité de la société. Ça veut dire que vos charges sont décaissées immédiatement, mais votre chiffre d'affaires, lui, n'est pas payé immédiatement. Je rappelle aussi, comme vous le savez, que vous devez disposer de 100% des fonds de tiers sur votre compte de tiers. Les disponibles, à tout moment, doivent être couverts. Alors, étant donné que votre chiffre d'affaires est un chiffre d'affaires dit théorique, c'est-à-dire qu'il n'est pas payé sur la même année, eh bien, on peut qualifier votre bénéfice de théorique aussi. Celui-ci peut être important, voire plantureux, très élevé sur certaines structures, mais il reste théorique. La couverture du bénéfice, elle, n'est pas spécialement faite au niveau de votre trésorerie. Ce bénéfice trouve son justificatif dans les créances à recevoir. Je prends un exemple très simple. Vous avez un bénéfice d'1 million d'euros cumulé sur une année. Valeur de trésorerie,
après couverture des fonds de tiers, 0. Cependant, on se trouvera dans les créances à recevoir. Plus vous aurez des créances à recevoir élevées, cela pourrait venir justifier la hauteur de votre bénéfice et donc le manque de trésorerie que vous avez dans votre structure. Et donc, c'est pour cela que dans l'analyse plutôt qui a été commandée, nous comparons toujours les bénéfices théoriques à la capacité financière de l'étude. Et donc, je vais laisser ici la parole à Pierre, M. De Vries, pour vous expliquer un petit peu de manière plus technique et surtout ce que je pense tout le monde attend, le résultat chiffré de tous ces éléments. Bonne chance. Voilà, nous allons donc en fait analyser d'un point de vue pratique et d'un point de vue chiffre le rapport et le placement qui nous a été demandé. Donc, c'est bien clair, comprendre la différence entre rentabilité et solvabilité. Vous avez des études rentables, ça, tous les jours vous le voyez peut-être au sein de votre propre étude, mais ça ne veut pas dire pour ça que vous êtes solvable. C'est-à-dire que vous pourriez très bien faire beaucoup de chiffres d'affaires et, à un moment donné, ne plus savoir payer des tiers et donc être en faillite virtuelle. Donc, pour cela, nous avons pris deux ratios. Le premier ratio, c'est le ratio de liquidité réduite et le deuxième, liquidité immédiate. Évidemment, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est le ratio de liquidité réduite. Mais le ratio de liquidité réduite, ce sont les créances à court terme, donc les comptes 40-41 dans le plan comptable, c'est-à-dire principalement les dus à l'étude. On rajoute les disponibles, c'est-à-dire les comptes bancaires, tiers, études, comptes rubriqués s'il y en a et la caisse, moins les dettes à court terme, c'est-à-dire principalement les dus par l'étude, mais il peut y avoir évidemment d'autres dettes, d'emprunt par exemple, dettes salariales aussi. Et donc, nous arrivons à un ratio qui tient compte de toutes les créances à court terme et toutes les dettes à court terme. On peut dire que ce ratio, et on l'a constaté, que ce ratio présente un résultat positif dans tous les arrondissements de Belgique. Il reste même constant en période Covid, voire même une légère augmentation. Donc, si on s'arrête à ce ratio-là, on se dit, tiens, finalement, dans les études de huissier, c'est le meilleur des mondes, on est rentable, on a un ratio de liquidité un peu faussé, mais si on utilise le ratio de liquidité réduite, on est parfait. Et on va maintenant affiner ce ratio. Et nous allons aller dans le ratio de liquidité immédiate. Donc là, nous prenons uniquement les comptes bancaires tiers, rubriqués, gestion, la caisse, moins les dettes à court terme, c'est-à-dire les dus par étude, toujours principalement. Vous avez vite compris, nous enlevons les créances. Les créances, donc, les dus à l'étude. Et donc là, on permet de vérifier si l'huissier dispose à tout moment de 100% des fonds dus au tiers dans sa comptabilité, c'est-à-dire sur ses comptes bancaires. Si je puis préciser, effectivement, on tient compte des dettes à court terme, donc effectivement, les comptes de tiers se retrouvent dedans. Mais juste pour apporter une petite précision, c'est que les dettes sociales, ainsi que les dettes à court terme vis-à-vis de banques, se trouvent aussi dedans. Plus tard, Pierre vous expliquera la deuxième partie du système de calcul que nous avons dû imaginer pour essayer d'isoler uniquement ces fameux comptes de tiers. Donc là commencent, on va dire un peu, les problèmes, les constatations un peu désagréables. C'est que ce ratio, nous avons repris donc les comptes annuels de toutes les sociétés en Belgique, et dans 7 arrondissements sur 12, pour l'année 2020, nous sommes à un ratio négatif. Et nous arrivons à un total de moins 37 408 608 €. Nous étions en 2019 à moins 42 millions et en 2018 à moins 65 millions d'euros. Et puis si nous affinons encore un peu plus l'étude et que nous nous concentrons sur les 3 études qui
je veux dire, dans les 3 études par arrondissement qui ont le résultat le plus important. Donc quand je parle du résultat, c'est le bénéfice de l'étude. Et là, nous constatons que 11 arrondissements sur 12 est en négatif, en sachant que le 12e est l'arrondissement où l'huissier est tout seul, en tout cas qu'il y a un seul huissier en société. Donc, on va dire que quasi tous les arrondissements de Belgique, par rapport aux 3 études les plus importantes en termes de résultats, sont en liquidité immédiate négative. Et si nous cumulons, il manque 42 717 907 € en 2020. Donc, partant de ce constat, qui est quand même important et qui pourrait être problématique pour la survie à moyen terme et à long terme de la profession, surtout, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, s'il y a une réforme des tarifs dans votre profession, nous avons encore affiné et nous avons fait un complément d'analyse par rapport donc aux 2 ratios que nous avons vus précédemment et aux métiers, aux spécificités de votre profession, comme Frédéric l'a expliqué. Donc nous avons nuancé l'importance des comptes de trésorerie en disant que l'huissier doit disposer sur les comptes bancaires de la totalité des fonds et que donc il ne peut pas utiliser ces fonds pour, je veux dire, des paiements de frais généraux ou les sortir en dividendes s'il ne dispose pas sur ses comptes de tiers de suffisamment pour payer les dus par l'étude. Et donc, nous avons comparé la trésorerie au total des autres dettes. Parce que là, nous nous sommes rendus compte, bien que même si votre plan comptable minimum normalisé spécifique au monde des huissiers vous oblige à mettre les montants dus par l'étude dans des comptes bien spécifiques, les 48, nous retrouvons ces montants dans des dettes financières, c'est-à-dire dans des crédits de caisse, voire dans les dettes fournisseurs. Est-ce que c'est une volonté de huissier, je vais dire, de cacher un peu son problème de ratio de liquidité immédiate en allant transposer? Ça, évidemment, c'est une analyse complémentaire qui devra être faite. Nous, sur l'analyse du bilan, il nous est impossible de savoir si c'est une volonté ou vraiment, je veux dire, une méconnaissance du plan comptable de votre profession. Encore une petite précision, on a aussi détecté pas mal d'études où, comme par enchantement, il n'y a pas de dette vis-à-vis de tiers mentionnée dans le bilan. Donc on a une créance qui a une certaine valeur très importante, mais il n'y a pas de dette. Alors, la seule explication qu'on peut trouver, c'est qu'il y a compensation dans le même poste. Créance 5 millions d'euros, dette 1 million d'euros. Si on fusionne, créance 4 millions d'euros, le taux réel. Et là, on a effectivement détecté pas mal de comptes annuels dans lesquels cette pratique est aussi d'application. Ce qui veut dire que le rapport actuellement ici est basé sur ce qui a été publié aux comptes annuels. Donc s'il y a des éléments ou s'il y a des choses qui n'ont pas été ventilées, le rapport n'en tient pas compte. Ça veut dire aussi que si on essaye de ne pas mentionner cette valeur-là, on ne donne pas une image fidèle finalement de la structure. Quelle en est la raison? On ne va pas spéculer. L'idée n'est pas d'aller dire on a bien fait ou mal fait. C'est simplement de préciser que le rapport n'en tient pas compte. Alors, si le rapport n'en tient pas compte et que l'étude finalement, si elle avait ventilé les dettes vis-à-vis des tiers, mais qu'elle ne disposait pas des fonds de tiers, le rapport serait encore plus négatif. Je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais le rapport pourrait être encore beaucoup plus négatif. On n'a que des valeurs ici qui ont été mentionnées par les experts comptables, tant bien que mal, dans des comptes 440, 446 et autres, je vous passe le détail, qui ne sont pas les bons comptes bancaires, pardon, les bons comptes au niveau des dettes vis-à-vis des tiers.
On a fait notre possible pour essayer de comprendre, parce que pour vous donner un exemple, dans les comptes annuels, quand on affiche une dette fournisseur de 6 millions d'euros, c'est pas possible. Ça veut dire que c'est une dette de tiers, qui n'est pas ventilée mis dans le compte 48, qui est mis dans un compte 440, qui fait que le ratio de liquidité n'en tiendra plus. Et donc, il faut comprendre aussi que dans l'analyse qui a été faite, on a effectivement détecté énormément de process, de systèmes, de déclaration de cette fameuse dette vis-à-vis de tiers, qui fait que ça nous a pris beaucoup de temps pour se dire est-ce qu'on considère oui ou non que c'est des dettes de tiers. Lorsque les dettes fournisseurs sont supérieures aux dettes diverses de tiers, il y a un problème. Et donc nous avons considéré que c'est un cumul et que c'est une répartition qui a été faite entre deux postes. Alors, juste, je te laisse continuer Pierre, je rappelle que la commission des normes comptables a donné des recommandations en la matière sur toutes les BEP, les comptes annuels qui ont été analysés, 150 et des poussières. Ouais. Il y en a deux qui l'ont utilisé. Que deux qui l'ont utilisé. Cette recommandation n'a été suivie que par 2 bureaux. Tout le reste a été ventilé d'une manière ou d'une autre, quand c'est ventilé, dans différents comptes de dette. Et c'est pour ça que nous avons imaginé avec Pierre une méthode, un système qui permet d'essayer d'aller repérer cette information-là, parce que nous n'avons pas accès aux déclarations comptables qui sont renvoyées à la Chambre nationale. Voilà. Donc oui, c'est important ce passage de la commission des normes comptables, qui en 2018 avait mis son avis par rapport au compte de tiers. C'est un point supplémentaire, comme Fred a dit, dans les créances dues à l'étude, on peut les faire diminuer en enlevant des dues par l'étude, mais si l'étude n'utilise pas cette recommandation ou cet avis, vous allez me dire c'est un avis donc on n'est pas obligé d'en tenir compte, mais il y a un but là derrière, c'est de cacher peut-être certaines informations. Donc, par rapport à cette trésorerie, et vraiment, nous avons comparé trésorerie là et essayé de retrouver le maximum de dettes dues par l'étude, qu'il soit dans n'importe quel compte, nous arrivons à la conclusion que l'ensemble des arrondissements donne un résultat de trésorerie négatif de 404 000 € plus ou moins pour l'année 2020, alors qu'il était positif de 1 390 000 € en 2019. Et là-dessus aussi, nous avons affiné avec les 3 plus grosses études par arrondissement en déficit, et nous arrivons à un solde négatif cumulé, donc les 3 plus grosses études par arrondissement, de 32 778 000 pour l'année 2020 et 31 339 pour l'année 2019. Et si nous terminons et nous affinons sur les 3 plus grosses études, nous tenons l'étude avec le plus gros déficit, nous avons 22 millions plus ou moins de déficit pour l'année 2020 et 20 millions pour l'année 2019. Alors juste encore une fois pour continuer à préciser, je sais qu'on a plus que 5 minutes. J'ai vu le point de passage. Et donc je tiens simplement aussi à effectivement présenter les chiffres ici de manière telle à ce que vous compreniez bien en fait la nuance à apporter. Effectivement, il y a, lorsqu'on regarde par exemple l'année 2019, sur le ratio qui a été développé par Pierre et moi, il n'y a pas de problème. Le total donne un élément positif, donc un résultat positif de 1 million d'euros. Il donne un élément positif. Mais c'est parce qu'on a commencé à regarder un peu plus en détail certaines valeurs et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des bureaux qui sont fortement en déficit, qui sont des bureaux importants en termes de montant, je ne parle pas en termes de volume. Et donc, qui sont en réalité remis sur la totalité, sur les rails, grâce à tous les autres. Et donc, on part ici d'un élément positif de 1 390 000, mais quand on regarde les 3 éléments sur 2019 qui sont les plus déficitaires, en réalité c'est 31 millions.
Et donc les autres bureaux ont fait en sorte de remonter la pente pour ces 3 bureaux-là et pour faire en sorte que le ratio arrive à un élément positif. Et preuve en est, si nous considérons l'étude la plus importante par arrondissement, alors là, effectivement, on est dans des valeurs de 20 millions. Donc, les chiffres on peut faire dire un petit peu, c'est pas ce qu'on fait dire, ce qu'on veut aux chiffres. Les chiffres sont là pour parler. Mais il faut les comprendre et les analyser et ne pas les prendre tels quels. Il y a un rapport qui a été remis, il est assez complet, il est long, on n'a qu'une demi-heure, on pourrait tenir une journée si on veut sur le sujet. Et donc les éléments qu'on présente ici, c'est le résultat brut. Alors, je vais alors arriver à la conclusion, je crois que je serai dans les temps. Alors, en conclusion, sur une analyse basique des études du site Justice, celles-ci peuvent effectivement présenter une rentabilité économique que l'on peut qualifier de haut. Attention aux raccourcis que certains articles de presse font quand on analyse les résultats des bureaux du site Justice. On regarde, qu'est-ce qu'on regarde en réalité? On regarde le bénéfice, on regarde les tantièmes, on regarde les dividendes prélevés. Addition, c'est magnifique, vous êtes super rentable. C'est un métier qui est extraordinaire. Vous n'êtes pas loin, ou juste derrière, je pense, les notaires. La particularité, c'est effectivement ce bénéfice qui est dit théorique, à cause du chiffre d'affaires qui n'est pas couvert sur la même année. Et donc, l'explication, on va dire, de ce décalage, de ce problème détecté dans les montants, peut effectivement provenir, bien entendu, des avances d'impôts, des avances de rémunération à vos membres du personnel, de vos charges qui en réalité sont toutes décaissées, mais dont votre chiffre d'affaires, non, lui, n'est pas payé sur le moment même, en tout cas sur l'année même. Malheureusement, ce n'est pas la seule explication. La période de Covid a quand même eu, je veux dire, un intérêt en termes d'analyse de finances pour nous. C'est-à-dire que, tiens, qu'est-ce qui se passe? Le chiffre d'affaires diminue. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Est-ce que les structures, finalement, ne sont pas beaucoup plus endettées? Est-ce que les structures n'ont pas plus moins de charges peut-être, mais plus de problèmes de trésorerie? Eh bien, bizarrement, ou fort heureusement, grâce à différents aides gouvernementaux, je suppose qui ont été utilisés par les différents bureaux du site Justice, eh bien, on a effectivement un déficit qui a légèrement augmenté, mais ce n'est pas ce qu'on pensait. Ce n'est pas quelque chose qui a effectivement explosé. Le déficit reste plus ou moins le même s'il a légèrement augmenté. Par contre, il y a un élément qui est un petit peu plus embêtant. Lorsqu'on regarde la hauteur de vos bénéfices entre 2019 et 2020, 2019, bénéfices cumulés, 32 millions d'euros. Pardon, bénéfice de l'année. 2020, bénéfice de l'année, 16 millions d'euros. On se dit, tiens, est-ce qu'il va y avoir cet impact au niveau des prélèvements de dividendes? Est-ce que les bureaux vont avoir la même diminution en termes de proportion de prélèvement de rémunération des dirigeants d'entreprise, que ce soit sous forme de dividendes ou de temps terme? Eh bien, les chiffres démontrent qu'effectivement, il y a eu une légère baisse, mais certainement loin de la diminution du résultat. Donc, malgré le Covid, malgré les difficultés de trésorerie, malgré toute une série d'éléments qui viennent d'être ici démontrés, eh bien, on se rend compte qu'en 2020, on a quand même prélevé 12 millions d'euros de dividendes ou de tantièmes contre 16 millions d'euros en 2019. Et que le bénéfice, lui, a diminué de 50%. 36 millions, il est passé à 16 millions. Voilà, on est dans les délais. Si vous avez des questions.